dans tous nos États, évidemment. Auditeurs de Sud Radio, et nous sommes avec vous jusqu'à 14h, vous le savez. Et après les informations, et avant les informations, pardon, nous allons recevoir Jean-Dominique Michel. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et comme vous l'avez dit, André Berkoff, on accueille votre invité sur Sud Radio, Jean-Dominique Michel, socio-anthropologue, secrétaire général de Pro Mente Sana et auteur de ce livre Covid-19, anatomie d'une crise. C'est publié chez Humaine Science. Jean-Dominique Michel, on vous avait déjà reçu, enfin on s'était parlé, on s'était reçu ici sur l'émission, et je suis très heureux de vous recevoir à nouveau pour Anatomie d'une crise, effectivement, chez Humaine Science. Vous venez de publier ce livre, Covid-19. D'ailleurs, vous avez été déjà remarqué par des tribunes très polémiques et très suivies aussi, donc c'est quelque chose, c'est un terrain que vous connaissez bien. Vous êtes, comme l'a dit Jean-Marie, socio-anthropologue, et en fait, anatomie d'une crise. D'abord, la question que je voulais vous poser, vous savez qu'on est en pleine commission d'enquête parlementaire. Ici, on a reçu Agnès Buzyn, on en a parlé en début d'émission, et puis d'autres, et puis beaucoup d'autres, et encore, c'est pas fini. Est-ce qu'à votre avis, cette crise, elle est finie? Ou on est loin de la fin? Je distinguerais un peu deux dimensions. Je pense que sur le plan sanitaire, on a de bonnes raisons d'espérer qu'on soit à la fin. Par contre, sur le plan de la réponse politique, étant donné un certain nombre de manœuvres, voire de manipulations qui ont l'air d'être en cours, notamment pour prévoir certains débouchés à l'industrie pharmaceutique et vaccinale, ça risque de durer encore un moment. Parce qu'il y a tout un ensemble de messages qui sont envoyés, qui ne tiennent pas compte de la réalité, en tout cas de certains aspects de la réalité depuis le début de cette épidémie, et malheureusement, ça n'a pas l'air de se corriger en cours de route. Et c'est une des raisons pour laquelle cette crise dure. Alors justement, parlons un peu des conflits d'intérêts et de l'économie. On a eu ce qu'on appelle une breaking news, une nouvelle hier, en disant que deux choses. Les laboratoires Gilead allaient donc commercialiser le Remdesivir à raison d'un traitement à $3 400 à peu près, et que les laboratoires Gilead ont gagné près de 15 millions d'euros, et je crois que c'est 15 milliards d'euros, pardon, dans cette histoire, en tout cas avec les variations du cours de la bourse. Et on sait très bien la polémique, on ne va pas rentrer on ne va pas prendre parti, en tout cas, je ne prends pas parti, bien sûr, qui oppose le protocole Raoult à d'autres protocoles. Est-ce que, en fait, le fond de l'affaire aujourd'hui, elle est économique, il est conflit d'intérêts, il est le Big Pharma contre le petit artisan de Marseille, c'est quoi? Écoutez, c'est en tout cas l'hypothèse forte. Sans prendre parti pour le traitement de Marseille, et je rappelle souvent que je suis agnostique à ce sujet, c'est-à-dire qu'à ce stade, je ne peux pas vraiment dire s'il est plus ou moins efficace, ouais. Mais ce que je sais en tout cas, et ce qu'on peut observer, c'est que les conditions qui ont été imposées au traitement de Marseille pour être reconnues comme valides sont totalement différentes que celles qui sont accordées au Remdesivir, qui, en l'occurrence, bénéficie de facilités, mais scandaleuses quant à sa recommandation par l'Agence européenne des médicaments. Et là, il y a une inégalité de traitement et un manque d'éthique et de déontologie de la part des autorités qui est tellement spectaculaire qu'à vrai dire, on ne voit pas d'autre cause à cette différence que le jeu du travail d'influence et de manipulation des autorités, dont par ailleurs tous les spécialistes du domaine savent depuis 15 ans que c'est un problème majeur. Je rappelle que la Chambre des communes du Parlement britannique, en 2005, a fait un rapport extrêmement fouillé disant « Les intérêts de l'industrie pharmaceutique priment sur ceux de la santé de la population et cette industrie a infiltré tous les étages décisionnels à tous les niveaux, de la formation, de la recherche, de l'enseignement et des décisions politiques. » Donc je dirais il y a un grand cancer dans l'univers médico-scientifique. Tous les connaisseurs du domaine à nouveau le savent, et là il y a évidemment une apparition dans la sphère du grand public de ces réalités. Ouais. Tout le monde a plutôt envie d'avoir confiance dans les scientifiques et les médecins, et là je pense qu'il y a quand même une grande partie de la population qui se rend compte qu'on ne peut pas. Ah ben, il y a une prise de conscience, mais quand vous dites justement, cet état donc, que vous décriviez, dont la Chambre des communes a parlé, il s'est aggravé avec le temps?
Oui, c'est aggravé avec le temps et vous avez également invité le professeur Perron, évidemment Oui. respectable et admirable dans son combat et qui rappelait sur votre antenne que d'anciens dirigeants de l'industrie pharmaceutique l'appelaient pour le remercier en disant qu'eux-mêmes étaient sidérés de voir les dérives qui se sont produites. Et en fait, c'est un phénomène en deux temps, mais qu'on voit dans plein d'autres domaines industriels ou sociétaux, qui sont aux alentours de 1980. Il y a une grosse dérégulation de toutes les sécurités qu'on avait mises entre les banques d'investissement et les banques de crédit, entre les agences gouvernementales et l'industrie. Et puis ce phénomène, il s'aggrave depuis l'année 2000 jusqu'à atteindre aujourd'hui des proportions qui sont juste hallucinantes. Ouais. Et que ce soit le domaine de la santé, parce qu'on pensait, le grand public pensait qu'il était protégé, et on s'aperçoit qu'il est au cœur de la tempête et dans l'œil du cyclone de ce point de vue des conflits d'intérêts. Juste un mot, on va reprendre ça tout de suite après une petite pause. On reprend avec vous, Jean-Dominique Michel, c'est passionnant. Et je voudrais vous interroger, mais on en parle tout de suite après cette petite pause, sur le côté scandaleux de tout ça. Et puis on va parler évidemment de la gestion du Covid-19 en général, tel qu'on l'a vécu. Absolument. On reste avec notre invité Jean-Dominique Michel, auteur de ce livre Covid-19, Anatomie d'une crise. C'est publié chez Humaine Science. Vous nous appelez 0826 300 300. On vous donne la parole de 13h à 14h sur Sud Radio en compagnie d'André Berkoff. Venez nous dire ce que vous avez pensé de cette gestion de crise par le gouvernement français. N'hésitez pas. La parole est à vous, Sud Radio. Parlons vrai, à tout de suite. Dans tous nos états, avec Jean-Dominique Michel, socio-anthropologue, et qui a publié ce livre que je vous conseille, que je vous recommande, Covid-19, Anatomie d'une crise, aux éditions Humaine Science. Jean-Dominique Michel, on parlait justement de ces conflits et de tout cela, mais il y a aussi cette gestion du Covid. Aujourd'hui, avec le recul, que peut-on dire du confinement? Je ne parle pas seulement en France, mais en Europe, ça a été mondial, hein. Mais restons en Europe. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui avec un peu de recul de cette stratégie qui consistait à confiner tout le monde? Alors pour les uns, ça a sauvé au moins 60 000 vies, rien qu'en France. Pour les autres, pas du tout. Qu'en pensez-vous? Alors, je crois qu'il faut distinguer un peu deux choses. La première, c'est que les autorités étaient dans la responsabilité de prendre des décisions dans un état de grande incertitude. Ouais. Le confinement tel qu'il a été pratiqué, on ne l'avait plus revu depuis le milieu du 19e siècle. Donc, c'est vraiment une régression à des stades très archaïques de réponse. On n'a pas les moyens de dépister les gens, on n'a pas les équipements barrières, donc chacun se terre chez soi en attendant que ça passe. C'est vraiment très archaïque comme manière de faire. D'un côté, je trouve qu'on ne peut pas entièrement blâmer les autorités. Elles n'étaient pas prêtes, et ça c'est un très gros problème dès lors que ça faisait partie de leur responsabilité de l'être, mais prises au dépourvu, elles ont pris ces mesures, pourquoi pas. Ce qu'on observe, c'est que les mesures de confinement légères ou de semi-confinement auront été au final bien meilleures que celles d'un confinement généralisé et autoritaire comme ça s'est passé en France. Et puis ce qu'on a appris depuis, c'est que les porteurs sains, asymptomatiques, n'étant a priori pas contagieux, aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'aurait même pas fallu confiner. C'était une mesure inutile, mais ça fait partie de la responsabilité politique de prendre des partis à certains moments. Bien sûr. Et puis, il semble même, c'est une hypothèse intéressante, que le confinement ait aggravé les choses. C'est-à-dire que c'est le genre d'intervention qui peut avoir du sens en tout début d'épidémie, quand il y a peu de cas, pour empêcher la diffusion. Mais les dernières recherches montrent plutôt que le virus était en circulation, en tout cas depuis le mois de novembre de l'année passée, et peut-être même antérieurement, d'après des analyses d'eau usée à Barcelone. Vous dites depuis novembre. Ouais. En tout cas, oui, avec des échanges avec la Chine, et peut-être même antérieurement l'année passée. Et quand vous confinez une population où il y a déjà un nombre important de personnes infectées, c'est encore pire, parce que le meilleur endroit pour tomber malade et se surinfecter, c'est quand on est enfermé quelque part avec des gens qui sont contagieux. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est évident que l'hypothèse est que le confinement était un ratage monumental. En même temps, on peut comprendre que dans l'incertitude dans laquelle étaient les autorités, ils aient fait ce choix. Et alors, quid pour vous? Enfin, bien sûr, c'est facile de juger pour nous, enfin, ou de critiquer a posteriori, mais quid quand même? On en parle beaucoup dans cette commission d'enquête actuellement à l'Assemblée nationale. Mais quid de ce sous-équipement, de ce manque d'équipement? Tout le monde en parle. Chacun se renvoie la patate chaude. Alors, effectivement, est-ce qu'il y a une alternative? Est-ce que, comme vous le dites vous-même, Jean-Dominique Michel,
après tout, on ne connaissait pas vraiment la chose, on n'avait pas pu se prémunir, mais en même temps, il y avait eu des dangers de pandémie. L'armée avait prévenu, il y avait eu des rapports de l'armée en 2011, en 2012, etc. Il y avait eu le milliard de masques du H1N1, même si beaucoup avaient été périmés. Est-ce qu'il y a eu vraiment, de ce point de vue, on peut dire aujourd'hui qu'il y a eu un manque de préparation, un manque de prévision, au vrai sens du terme? Il y a même pire que ça, c'est une vraie débâcle, hein, pour reprendre un terme qui a été utilisé, parce que des plans pandémie, il y en a eu régulièrement qui ont été publiés depuis le début des années 2000. Il y a eu des alertes qui ont été émises, notamment en 2018 en France et en 2019 au niveau européen, disant nous ne sommes pas prêts, s'il y a une pandémie, elle va nous prendre de court. Donc des années plus tard, des mois et des années plus tard, comme Mme Buzyn l'a fait hier devant la commission, elle vient de dire ma foi, moi je suis ministre, j'avais un service qui était censé s'en occuper, donc je ne me rendais pas vraiment compte qu'ils n'étaient pas préparés. C'est juste irrecevable. Les signaux d'alerte étaient là, et on est vraiment, je veux dire, n'importe quelle caserne de pompiers de petite ville de province sait qu'elle doit avoir une lance qui marche, une échelle et une prise d'eau en cas d'incendie. Ouais. Là, on se retrouve face au gouvernant d'une nation qui viennent nous expliquer, non, pas de chance, mais c'est pas vraiment de leur faute, parce que, ma foi, on ne pouvait pas tout à fait savoir. Non, à nouveau, c'est juste complètement irrecevable. Et ça se double d'un autre problème, mais je suis sûr que vous y seriez venu par vous-même, qui est qu'en plus, étant pris au dépourvu, ils ont mis en échec un ensemble de ressources qui auraient permis d'amortir le choc ou d'amoindrir l'état d'être démuni. Et là, on a presque l'impression d'une logique de sabotage, alors dont je peux par ailleurs pas penser qu'elle soit intentionnelle, mais qui doit juste résulter d'une perte de sens des réalités et de ce technocratose qui fait tellement de dégâts à tellement d'endroits. Mais non, c'est proprement scandaleux. Oui, on l'a bien vu avec l'histoire des réactifs et des tests et des laboratoires vétérinaires qui en France avaient proposé leurs services. On leur a dit merci beaucoup, on verra, et ils n'ont jamais eu de réponse. Et c'est un exemple parmi beaucoup. Jean-Dominique Michel, restez avec nous. Nous avons des auditeurs qui ont beaucoup de questions à vous poser, à nous poser un peu sur tout cela. Qui avons-nous, Jean-Marie? Et tout de suite 0826 300 direction Toulouse. On retrouve Antoine sur Sud Radio. Oui, bonjour Antoine. Oui, bonjour. Je voulais réagir par rapport à la gestion de la crise et de Buzyn. Oui. Et des politiques en général. Et comme d'habitude, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. En fait, on a affaire à des gens, les LREM par exemple, qui ont été parachutés de on ne sait où, qui sont incompétents, qui servent à rien. Pratiquement, à chaque fois qu'on les entend parler, c'est pour dire des âneries où on voit bien qu'ils connaissent aucun sujet en politique et aucune façon de gérer une crise, plus ou moins. Enfin, que ce soit une crise ou peu importe le sujet, de toute façon. Ouais. Et mais ce qui m'étonne aussi, enfin ce qui m'étonne, pas forcément, mais la question que vous posez en sondage, c'est est-ce qu'on est choqué ou d'accord? Je veux dire, à un moment donné, on n'est ni choqué ni d'accord. C'est que les gens ne comprennent pas que les politiciens n'en ont strictement rien à cirer, en fait. Ouais. Ils font leur vie, ils optimisent leur passage en politique pour avoir un maximum de fric, pour pouvoir se protéger par la suite, pour pas avoir à retrouver un petit boulot à la con, comme Bachelot, par exemple, qui a fait chroniqueuse à la télé. Mais vous pensez, dites-moi, vous pensez qu'ils sont tous comme ça? Vous pensez pas qu'il y en a quelques-uns quand même qui ont à cœur l'intérêt général ou un peu l'intérêt collectif? Je pense pas. Honnêtement, moi je ne veux pas faire de publicité, mais non, il y a pas 90% des politiciens ne servent à rien. Ils servent à rien. Il y en a que quelques-uns qui sont vraiment réellement altruistes. Voilà, disons, alors, vous dites qu'il y a 10% qui font leur métier, parce que c'est ça le métier de politique, au vrai sens du terme. C'est de travailler pour la collectivité, pas seulement pour soi. Ouais, mais ils le font pas. Et ceux qui sont réellement altruistes, ils passent pas dans les médias, ils sont boycottés, et en fait, ils arriveront jamais à monter parce que justement, ils sont altruistes. Donc, que ce soit des partis opposés ou pas, les mecs, ils se retrouvent après dans des dîners à faire les cons, mais en fait, une fois devant les caméras, ils jouent un rôle de parti opposé, ce genre de choses. Jean-Dominique Michel, c'est vrai, les politiques, on voit très bien, vous savez, des témoignages comme celui-ci, on en a beaucoup à Sud Radio, ils disent mais à quoi ils servent, qu'est-ce qu'ils font, et c'est de l'enfumage et de l'hypocrisie. Il y a quand même là aussi, Covid-19 a montré aussi quelque chose, on le savait déjà, mais encore plus fortement, c'est ce rejet de la classe dite représentative, de nos représentants. Il y a eu un extraordinaire mélange des registres qui est peut-être pas apparent à première vue, mais qui est extraordinairement intéressant. D'abord, dans un premier temps, l'autorité politique
à qui revient la responsabilité de prendre des décisions, c'est énormément défaussé sur les comités d'experts médicaux. Exact. Comité scientifique. Nous, on n'est pas médecins, donc c'est à eux de nous dire quoi faire. Sauf que quand vous prenez des gens qui sont tous dans le même bocal et qui sont en même loyauté d'intérêt par rapport à des financements qu'on sait problématiques aujourd'hui, c'est peut-être pas la meilleure source d'information. Et sachant que dans ces comités, on a par ailleurs exclu tous ceux qui avaient la meilleure connaissance de ce genre de situation. Donc, c'est même pas les meilleurs dans leur domaine. Raoul, tu as raison de mon point de vue de rappeler que l'élite, c'est lui et d'autres. C'est pas les comités scientifiques qui ont eu lieu à Paris. Cet étage-là, c'est plutôt la médiocratie, qui sont pas les meilleurs spécialistes, mais qui sont ces faiseurs, qui sont complètement configurés par le bocal duquel ils sont issus. Mais donc, le politique s'est défaussé sur eux de décisions à prendre. Ouais. Et par ailleurs, le politique a interféré avec la pratique médicale, notamment dans cet autre scandale absolu de l'épidémie, qui a été l'interdiction faite aux médecins généralistes de traiter les personnes malades. Ouais. Et ça, c'est pour moi, alors qu'il suis spécialiste du domaine et du droit de la santé, c'est quelque chose qui est sans précédent. C'est une atteinte, mais monstrueuse, aux droits fondamentaux. La relation entre un médecin et son patient, c'est de l'ordre du sacré. C'est la relation que vous pouvez avoir avec votre avocat ou avec votre prêtre. Le serment d'Hippocrate, c'est ça, hein? C'est inviolable. Ouais. C'est inviolable. C'est la responsabilité du médecin et du patient de se mettre d'accord en considérant les différentes options thérapeutiques. Et que les politiques aient interféré sciemment dans cette dimension du traitement, ça alors c'est une monstruosité absolue et que je trouve d'autant plus choquante qu'elle est finalement peu soulevée dans l'opinion publique ou dans les médias. On se dit oui, mais on n'était pas sûr pour l'hydroxychloroquine, mais c'est pas du tout ça la question. La question, c'est que ça n'est pas à l'État de vous dicter votre conduite quand vous êtes médecin vis-à-vis de vos patients. Et donc, on voit qu'il y a vraiment une accumulation de dérives ou de distorsions dans les processus décisionnaires qui est problématique au possible. Et puis, il faut rappeler que médecin traitant, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il est là pour traiter. Jean-Marie, un autre Merci appel. à Antoine pour son intervention depuis Toulouse, direction le Rhône. On retrouve Evelyne au 0826 300 300. Bonjour Evelyne. Oui, bonjour Monsieur Berkoff et merci infiniment de me donner la parole. Monsieur Berkoff, je suis comme vous, je suis dans tous mes états. Je suis dans tous mes états parce que d'abord j'en ai marre de cette complaisance vis-à-vis de Madame Buzyn, de ses larmes quand elle a quitté le ministère de la Santé, de ses postures, de ses fausses postures à la Simone Veil alors qu'elle ne n'arrive pas à la cheville, excusez-moi. J'en veux à Madame Buzyn pour son attitude, pour son irresponsabilité. Puis quand on est dans un gouvernement, il est censé y avoir une cohésion d'équipe, non? On encense Monsieur Édouard Philippe actuellement. Mais où est la cohésion d'équipe? Quand on est au gouvernement et qu'on accepte qu'un ministre de la Santé dérembourse les traitements contre Alzheimer, dérembourse l'homéopathie, quoi qu'on pense de l'homéopathie. Moi, j'ai un mari que j'ai soigné, que j'ai suivi pendant 5 ans. Il était malade d'Alzheimer. Et quand elle a déremboursé le traitement, en disant qu'il n'y avait aucun en faisant le rapport bénéfice-risque, le fameux rapport bénéfice-risque, n'est-ce pas, qu'on met en avant, et qu'elle a dit non, ça ne sert à rien. Je suis désolée, les neurologues, les psychiatres, les médecins généralistes que j'ai vus m'ont tous dit, mais c'est une catastrophe, parce que les personnes qui pouvaient plus payer ce traitement, eh ben on les a vus décliner à une vitesse mais incroyable. Parce que moi j'ai vu le traitement tous les mois qui oscillait entre 50 et 80 euros, n'est-ce pas? Alors pour certains c'était pas possible. Alors cette personne, elle a un cœur ou elle l'a pas? Et puis plus globalement, j'en viens au traitement de nos anciens. C'est lamentable. Plus généralement, on est dans une société qui ne respecte plus les personnes âgées. On les laisse crever dans les EHPAD et ailleurs. On ne s'en occupe pas, on fait semblant. Quelle est cette société? On parlait du scandale précédemment. Votre interlocuteur disait que c'était un scandale d'empêcher les généralistes de voir leurs patients. Et n'est-ce pas un scandale d'empêcher les personnes d'aller voir leurs malades ou leurs personnes âgées dans les EHPAD? Mais je suis désolée, mais je suis vraiment dans tous mes états. C'est lamentable. Ce gouvernement, je ne peux plus le voir. Vous m'entendez? Je ne peux plus. Excusez-moi, l'émotion prend le dessus. Mais c'est épouvantable. Et cette mascarade, elle est insupportable. Alors, Madame Buzyn, mais qu'elle paye! Moi, je ne la plains pas. Parce que ce qu'elle fait, ce qu'elle a fait, qu'elle l'endosse, qu'elle ait au moins le courage d'endosser ce qui lui arrive. C'est la moindre des choses. Excusez-moi, je suis en colère. Mais écoutez, ne vous excusez pas et vous avez toutes les raisons d'être en colère. Et on vous écoute. Et on va se retrouver juste après cette petite pause. À tout de suite et merci
Merci d'être là. beaucoup Evelyne de nous avoir appelé depuis le Rhône. Vous continuez à nous appeler 0826 300 300. Dans un instant, on ira faire un tour dans la Drôme. Retrouvez Alexandre sur Sud Radio. À tout de suite. Toujours avec vous et dans tous nos états, comme l'était Evelyne justement, et avec Jean-Dominique Michel. Eh bien, nous allons continuer avec vous. Et Jean-Dominique Michel, j'ai une question à vous poser. Vous avez écouté Evelyne qui effectivement était dans un état de ras-le-bol qu'on peut comprendre. Elle parlait des déremboursements et tout ça. Mais c'est vrai, alors ce qui est frappant, on en a parlé au début, Jean-Dominique Michel, c'est que les gens se sont aperçus de quelque chose, de cette faille, dans quelque chose qui est tellement intime, qui est la santé. Et on sent qu'il y a une espèce, encore une fois, je vous l'ai dit, on sent chez nous, mais c'est vrai pas ailleurs, un espèce de ras-le-bol, mais plus qu'émotionnel, enfin, un rejet. Oui, et qui est très légitime. Moi, je suis très touché par ce qu'a exprimé votre auditrice. Je suis aussi touché par le fait que votre jingle audio contienne des extraits de la France libre. Oui, absolument. Parce que, vous le savez, par ma mère, je viens d'une famille de résistants, et c'est un des héritages qui m'a poussé à prendre la parole si tôt pendant l'épidémie, parce que je voyais une logique totalitaire, une logique malsaine. C'est-à-dire que ce qui a choqué cette dame, et je crois que ça nous choque tous, c'est que la notion même de justice est en train d'être mise à mal, parce que les autorités ne cessent de se dédouaner de leurs responsabilités, ils invoquent toutes sortes de prétextes qui sont fallacieux pour un certain nombre d'entre eux, et puis surtout, ils participent activement à ce qui est identifié depuis des années comme étant un grave problème systémique. Je veux dire, quand Olivier Véran, dans Paris Match, suite à l'audition du professeur Raoult à l'Assemblée, dit « je ne laisserai pas salir la science », c'est de l'enfumage. La science est salie depuis longtemps. Ce sont les rédacteurs en chef des revues médicales eux-mêmes qui le disent. C'est le centre d'éthique de Harvard, c'est l'université d'Oxford qui le disent. Donc on a un problème, il y a quelque chose de pourri dans cet univers, et quand les autorités viennent bomber le torse en disant « je ne laisserai pas critiquer cette magnifique science », ils se mettent du côté de la magouille parce qu'ils la couvrent, ils la protègent et ils la nient. Et en plus, la science, c'est le débat, et vous le savez très bien. La science, c'est le débat, c'est ça. Exactement. Ouais. Donc là, on est vraiment face à des gens qui se lavent de toutes leurs responsabilités et mentent comme des arracheurs de dents quant à la réalité de ce qui s'est passé, et qui en plus cautionnent des dérives majeures qui évidemment indignent les gens. Et moi j'aurais rêvé, je l'ai dit à plusieurs reprises, qu'à un certain moment les autorités puissent juste reconnaître la réalité des erreurs qu'ils ont commises. Edgar Morin l'a évoqué aussi, et c'est tellement honorable de dire voilà, on s'est trompé, on est désolé, on pensait être prêt, on l'était pas, il y a des conséquences, on en est profondément désolé, mais on va faire de notre mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Vous regagnez tout de suite la confiance et le respect des gens. Mais on a malheureusement entendu l'inverse. Un autre auditeur. Alexandre nous appelle de la Drôme, 0826 300 300. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai entendu la dame tout à l'heure exploser à l'antenne. Ouais. Ouais. Écoutez, tout est lié. Il y a un lien entre énormément de choses. Alors, c'est peut-être difficile à saisir, mais je vais vous expliquer 2-3 petites choses. Allez-y. J'ai passé 35 ans de ma vie en Suisse. Je suis revenu en France, où j'ai grandi il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, mais il y a quelques années. J'ai voté une seule fois dans ma vie en France. C'était en 2012 au premier tour, j'ai voté centre. J'ai toujours voté en Suisse depuis que j'ai aussi la nationalité suisse que j'ai prise longtemps après. En Suisse, on ne vous la donne pas comme ça, hein, vous savez. On ne vous la donne pas comme ça. Et la nationalité par la naissance, donc sur le territoire, ça n'existe pas. Oui, le droit du sol, oui. Je vote en Suisse presque tous les 3 mois. Sur des sujets, ce qui fait que les gens sont impliqués puisque c'est eux qui décident. Okay. Je me suis inscrit au mouvement, la REM, le mouvement, au début, pendant 2 mois à peu près, même pas, jusqu'à ce que je me dise, si Macron arrive au pouvoir, on ne pourra plus le déloger. Et si il part, ce sera un clone qui va le remplacer. Hier, j'ai regardé Agnès Buzyn pendant 2 heures jusqu'à 7h30, puis j'ai arrêté, je n'ai ras le bol. En fait, je vais prendre juste un exemple. C'est que de l'enfumage. 100% enfumage. Lorsqu'elle dit qu'elle a quitté son ministère
pour devenir maire, même un enfant de 6 ans ne peut pas la croire. Je ne comprends même pas que les députés autour n'aient pas réagi. Elle a quitté parce que Macron lui a demandé, et qu'on ne dit pas non à Macron. Si tu dis non à Macron, tu démissionnes, à point c'est tout. Tu ne restes pas dans le gouvernement si tu dis non à Macron. Tu ne peux pas lui dire non et rester dans le gouvernement. Donc c'était soit oui, soit non, et je démissionne. Ben oui, elle pouvait démissionner. Elle n'a pas le début d'un micromètre de couilles nécessaire pour ça. Et ça m'a rappelé l'affaire Benalla. Et ça m'a rappelé d'autres affaires. Et en fait, pour que vous compreniez bien ce que je veux dire, on peut dire ce qu'on veut en France. Il y a des lois qu'il a fait voter pour museler un petit peu les journalistes et surtout les lanceurs d'alerte. Au niveau européen, et la France et Macron ont mis le paquet là-dessus. Il y a des réglementations internationales qui font que maintenant, même en Europe, on ne peut plus dénoncer au sein des entreprises un certain nombre de choses sans se prendre dysfonction. des procès. Exactement. Les gilets jaunes, ont raté le coche le 8 décembre 2018. Si le 8 décembre, la manif avait duré 3 jours, et ça tous les spécialistes le disent, oui. Au lieu de rentrer chez eux, ça avait duré 3 jours. C'est vrai, on ne va pas revenir, on va pas refaire l'histoire parce que ça demanderait trop de temps. Moi, je voudrais que vous nous disiez, vous, au jeu de l'état présent, vous dites, alors qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il y a à faire? Ce que je voulais vous dire, c'est que depuis le 8 décembre, le gouvernement sait qu'il peut mater, qu'il peut maîtriser n'importe quoi. Donc, la population peut descendre autant qu'elle veut dans la rue, et casser autant qu'elle veut, quoique les médias peuvent dire, vous-même, dans vos émissions et dans toutes les autres émissions, vous pouvez dire, dénoncer tout ce que vous voulez, ça ne changera rien du tout. La preuve, hier, à Hong Kong, suite à de nouvelles lois, il y a des gens qui se font emprisonner juste parce qu'ils portent un drapeau hongkongais. Oui, enfin c'est la Chine, c'est la Chine, Alexandre. Oui, mais n'oubliez pas qu'il y a quelques mois, en France, je l'ai vécu, vous preniez une amende de 135 € juste parce que vous aviez un pic de gilet jaune ou un petit ballon gonflable gilet jaune. Et on vous empêchait aussi de rentrer chez vous ou de circuler même en voiture si vous aviez un autocollant gilet jaune. Alexandre, je comprends, on vous a écouté et vous dites, et ça se défend, vous dites oui, on peut faire ce qu'on veut aujourd'hui, c'est terminé, ils vont toujours gagner, ils vont pouvoir empêcher effectivement. Vous savez, l'histoire, elle est plus compliquée que cela, et en tout cas, on verra. Si vous avez raison ou ça, qui vivra verra, et qui votera verra. On se retrouve après ceci. À tout de suite.